Bienvenue sur Radio Vraiment Libre. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain et historien qui est déjà intervenu sur notre antenne. Il s'agit de Paul-Éric Blanru. Paul-Éric Blanru s'est spécialisé dans les mystifications, passées et présentes. Il est l'auteur de nombreux livres et articles qui remettent en cause les préjugés ambiants. La 4e de couverture de son dernier livre précise d'ailleurs qu'il aime ouvrir les dossiers brûlants, pour preuve. Son dernier livre, justement, s'intitule, tenez-vous bien, Sarkozy, Israël et les Juifs. 3 mots-clés qui, mis bout à bout, sentent le soufre, comme il est de coutume de le dire dans les grands médias français. Alors est-ce un hasard si ce livre, Sarkozy, Israël et les Juifs, est publié en Belgique et non en France? Alors Paul-Éric Blanru, merci déjà de nous recevoir dans votre chambre de l'hôtel Danieli à Venise. C'est un plaisir d'être dans ce cadre magnifique. Et puis première question, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas publié ce livre dans notre beau pays, mais que vous êtes fait éditer à l'étranger, comme Voltaire au XVIIIe siècle? La réponse est très simple, elle est presque contenue dans la question. C'est-à-dire qu'aucun éditeur français n'a voulu m'éditer. Aucun. Écoutez, je ne les ai pas tous faits un par un, mais tous ceux que j'ai faits en tout cas m'ont répondu négativement pour la plupart, ou positivement pour un certain nombre d'entre eux, mais c'était pour les années 2011 ou 2012. J'avais donc mon propre agenda, c'était un livre assez urgent, parce qu'il me semble que c'est un livre d'actualité, même d'une actualité brûlante, et donc j'ai décidé de m'expatrier éditorialement, si on peut dire, et de prendre un éditeur qui était un peu plus courageux que les éditeurs français. Alors je suis allé en Belgique parce que il me semblait qu'en Belgique, il y avait un certain nombre de personnalités que je connaissais, dans le privé d'ailleurs, des gens comme Jean Bricmont par exemple, ou d'autres que je connais moins mais que je soutiens, comme Michel Colomb par exemple, qui étaient édités là-bas et qui sont belges et qui ont une pensée critique, je trouve, sur le monde contemporain, très intéressante, une certaine acuité. Alors je me suis dit pourquoi pas, essayons. Et je suis allé donc chez l'éditeur de Michel Colomb, Edeva Gollinger, qui est une des grandes fans d'Hugo Chavez, qui parcourt le monde pour défendre la révolution bolivarienne du Venezuela. Et cet éditeur, dans la minute presque, m'a appelé en me disant « Écoutez, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. Je trouve que ce manuscrit, je vais le lire, mais le sujet m'intéresse. Je n'ai pas peur. On fonce. » Alors je peux vous dire tout de suite le résultat, c'est qu'au bout d'une semaine, il m'a téléphoné et il m'a dit « Eh bien voilà, j'ai un gros problème, tous mes livres sont diffusés en France, au Canada, en Suisse, etc. Mais mon diffuseur français refuse de me diffuser en France votre livre. » Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que son diffuseur lui avait simplement dit qu'il n'avait pas apprécié le premier chapitre. Voilà. J'y envoie toutes les personnes, tous les prochains lecteurs, les futurs lecteurs que j'aurai, ils verront que c'est un chapitre on ne peut plus neutre, on ne peut plus objectif, on ne peut plus distancié sur cette question. J'en profite pour signaler que c'est un livre d'observateur, c'est un livre non pas politique, mais de politique. J'essaie d'y traiter de cette question, de voir des problèmes et d'essayer de tenter d'apporter des solutions à ce que je considère comme un problème. Alors nous allons pouvoir y revenir justement, c'est tout l'intérêt de cette émission. Ce premier chapitre justement est celui qui vous a manifestement valu, on pourrait dire pas une censure d'État, mais en tout cas une censure du métier. Si je résume, alors vous dites mon éditeur a peur, vous nous dites les grands éditeurs français refusent de publier, vous nous dites le diffuseur français de mon éditeur belge refuse de diffuser cet ouvrage. Alors qu'est-ce qui fait? Bon, le titre en lui-même, effectivement, est brûlant, mais qu'est-ce qui fait qu'on refuse de publier votre livre? Alors, je voudrais tout d'abord dire que, dans un premier temps, dans ce livre, je donne des pièces, je donne des références. Et avant même d'écrire ce livre, je donne 2 références qui me paraissent fondamentales, à savoir la référence d'abord d'un éditeur qui n'a pas voulu de mon ancien ouvrage qui s'appelait « Le monde contre soi », anthologie des propos contre les Juifs, les sionistes et le judaïsme, qui a été édité finalement par les éditions Blanches, mais j'ai reçu des réponses extrêmement négatives de la part de tous les éditeurs, et j'ai donné une des réponses négatives que m'avait apporté Grasset, en la personne de Jean-Paul Enthoven. Oui, c'est pas le plus petit éditeur français. C'est pas le plus petit éditeur français, mais il est intéressant de voir la façon dont il m'a répondu. Il m'a répondu une page entière, j'en donne des extraits, dans une sorte de courte préface. L'éditeur qui m'a édité Le Monde contre soi, qui a eu le courage de le faire, qui est Frank Spengler,
qui est le directeur des éditions Blanches, rue de la Condamine à Paris, et excellent éditeur, fils de Régine Desforges, qui a elle-même dû lutter contre la censure toute sa vie, eh bien, n'a pas pu méditer ce livre, non pas qu'il le trouvait mauvais, mais simplement parce qu'il avait compris ce qui s'était passé lors de la publication du Monde contre soi, à savoir que il y avait une stratégie du silence de la part de tous les médias français. Autrement dit, on n'en parle pas. On fait comme s'il n'existait pas, comme si c'était un non-événement. Et donc, je cite, avec son autorisation bien évidemment, ces paroles, également dans la préface, une sorte de petite page introductive que je mets à mon livre. Et ce sont des paroles qui, me semble-t-il, sont assez révélatrices d'un certain état d'esprit en France et de pratiques du monde de l'édition que les gens ne connaissent pas forcément. Oui, alors, dit comme ça, on prononce les mots censure ou quoi que ce soit. Le mot le plus juste serait sans doute de dire que le sujet est tabou. On pourrait le comprendre. On est dans un pays, effectivement, où la question juive, dès qu'elle est abordée, forcément est délicate à cause de l'histoire récente, de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la collaboration du régime de Vichy avec l'Allemagne nazie. Alors, tout d'abord, ce n'est pas un livre qui parle de la question juive. C'est un livre qui parle du sionisme. Ah, mais il y a quand même Israël et les Juifs. Voilà, justement, le titre, je crois, est assez bon parce qu'il montre l'amalgame qui est fait habituellement par les organisations sionistes entre d'abord, d'une part, les Juifs, d'un côté, ce qu'on peut appeler la communauté juive ou le peuple juif. Je pense qu'il n'existe pas, moi, de peuple juif. Je pense qu'il existe une religion juive, peu importe. Et de l'autre côté, le sionisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie politique. Donc mon livre porte essentiellement sur le problème et sur la question du sionisme. À partir de là, j'essaie d'apporter des réponses à cette question qui est de plus en plus prégnante dans notre société, car comme vous le dites très bien, on ne peut pas en parler. C'est un tabou, en particulier dans la société française. Dans la société allemande, évidemment, aussi en raison, comme vous l'avez dit, de ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais en France également. Je dirais, si vous voulez, que ce n'est pas normal ce qu'il se passe, que le fait qu'on ne puisse pas parler du sionisme, qui y est une idéologie politique, en raison de ce qu'il s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une justification et encore moins une légitimation. Ce tabou ne devrait pas exister. Moi, je pense qu'on a le droit de parler de tout. Évidemment, il y a eu des problèmes historiques, évidemment, il y a eu des persécutions. Personne ne cherche à nier cela. Simplement, nous aimerions poser un problème contemporain et actuel. On a tous vu ce qui s'est passé à Gaza, par exemple, au mois de janvier 2009, et on aimerait pouvoir en discuter librement en public. Et on aimerait simplement se poser des questions sur Israël. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sur Israël? Est-ce qu'on a le droit de condamner cet État? Est-ce qu'on a le droit de condamner sa politique? Est-ce qu'on a le droit de dire que des enfants ont été phosphorés? Est-ce qu'on a le droit de dire tout cela ou pas? Eh bien, il semblerait que non. Les médias français en ont parlé quand même. Du phosphore, pas beaucoup. Ils en ont parlé, oui. Ils en ont parlé, évidemment. On en parle toujours. Il se trouve qu'on en parle peu. Il se trouve que les gens qui font des livres sur la question, et je suis bien placé pour en parler, ne peuvent pas signer de livres sur ces questions en France. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut accepter cette censure? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, faire ce que je tente de faire, à savoir se faire éditer malgré tout, à l'étranger, comme Voltaire, qui faisait éditer en Hollande, comme vous le savez. On va juste rappeler pour nos éditeurs que vous avez écrit précédemment d'ailleurs un quick book sur Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui s'intitulait Carla et Nicolas. Oui, chronique d'une liaison dangereuse que j'avais écrit avec mon ami Chris Lafaille de Paris Match, un livre qui s'est très bien vendu, entre parenthèses d'ailleurs, qui était vendu, on l'a vendu à 20 ou 30 000 exemplaires, je n'ai pas les chiffres exacts, et qui était dans les best-sellers de l'Express. Mais il se trouve que j'abordais déjà un peu la question, mais c'était évidemment à travers un prisme différent, qui était le prisme du mariage entre deux personnalités. Là, j'aborde la question de front. Je dis très clairement que Nicolas Sarkozy est en quelque sorte une fracture et une cassure dans l'histoire de France du XXe siècle. Je montre, je crois, que le général de Gaulle
avait une politique vis-à-vis d'Israël, qui n'était pas d'ailleurs celle de la 4e République,